On l'appelait le faucheur. Alexander Blackwood n'était pas seulement un parrain de la mafia. Il était la mort incarnée, vêtu d'un costume à 10 000 $, avec des yeux aussi sombres qu'une tempête hivernale et une cicatrice qui racontait des histoires qu'aucun homme n'avait survécu pour raconter. Il ne se déplaçait jamais seul. À chacun de ses pas, il était accompagné des chiens de l'enfer. 3 bêtes de race Dogo Argentino, pesant plus de 60 kilos chacune, nommées Harriet, Apollo et Achille. Dans le milieu criminel de Chicago, on disait que ces chiens n'étaient pas des animaux de compagnie. C'étaient des bourreaux à 4 pattes. Les chefs rivaux faisaient aux uns des cauchemars à propos de ces pelages blancs éclaboussés de rouge. Les traîtres préféraient bien mourir d'une balle plutôt que d'affronter ces mâchoires. Personne n'avait jamais touché les chiens d'Alexander Blackwood sans y laisser ses doigts, jusqu'à ce qu'une nuit, une serveuse brisée nommée Ivy Monroe accomplisse l'impossible. Elle ne s'enfuit pas, elle ne cria pas. Elle le tomba à genoux au milieu du chaos et fit un seul geste qui arrêta net les 3 machines à tuer, réécrivant en un clin d'œil toute la hiérarchie de l'empire Blackwood. Voici l'histoire d'une fille qui n'avait plus rien et qui a apprivoisé les chiens et le monstre qui tenait leur chaîne. Si cette histoire vous touche, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de frissons ce soir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun chapitre. Maintenant que la nuit commence, tout a changé. Avant de pouvoir comprendre cette nuit fatidique, il fallait d'abord comprendre la jeune fille nommée Ivy Monroe. 5 ans plus tôt, Ivy était une étudiante en soins infirmiers, pleine d'espoir, avec des cheveux auburn brillants et des yeux verts qui savaient encore sourire. Elle avait une mère nommée Margaret qui gagnait sa vie en cousant des vêtements et un petit frère de 11 ans nommé Tommy qui rêvait de devenir vétérinaire. Ils n'étaient pas riches, mais ils savaient les uns les autres. Puis le cancer était venu frapper à leur porte. Margaret s'est battue pendant 2 ans et Ivy s'est battue à ses côtés chaque jour, quittant l'école, cumulant 3 emplois, vendant tout ce qui pouvait l'être. Mais les hôpitaux n'acceptent pas les larmes en paiement. Lorsque Margaret a rendu son dernier souffle dans une froide chambre d'hôpital, elle a laissé ses 2 enfants avec une dette de 300 000 $ et un monde privé de lumière. Ivy n'avait que 22 ans, Tommy seulement 13. Et lors de leur première nuit sans leur mère, ils se sont serrés l'un contre l'autre et ont pleuré sur le sol nu d'un appartement vidé après que tout ait été saisi. C'est alors que le détective Raymond Cross est apparu. Il est venu comme un sauveur, disant qu'il était un ami de leur père, promettant de l'aide, un allègement de la dette, un endroit où rester. Ivy l'a cru, innocente et désespérée. Ce fut la plus grande erreur de sa vie. Cross ne voulait pas aider. Cross voulait la posséder. Cela a commencé par des mains qui s'attardaient trop longtemps, puis des demandes de plus en plus obscènes, puis des coups chaque fois qu'elle osait refuser. Il était un détective chevronné avec des relations dans tout le service de police, et personne ne croyait une fille criblée de dettes qui parlait contre lui. Ivy a tout enduré pour Tommy. Elle a ravalé ses larmes, caché ses bleus, fait tout ce qu'il fallait pour que son frère puisse aller à l'école comme un enfant normal. Mais Tommy a grandi. Tommy a tout vu le soir de ses 16 ans. Tommy a vu Cross battre Ivy jusqu'à ce qu'elle perde connaissance parce qu'elle était rentrée tard à la maison. Le garçon s'est précipité pour protéger sa sœur. Il a attrapé une batte de baseball et a frappé Cross, criant qu'il allait appeler la vraie police, qu'il allait tout raconter à la presse. Cross n'a rien dit. Il a simplement saisi Tommy à la gorge, l'a traîné sur le balcon et l'a poussé du 4e étage. Ivy a entendu son frère crier son nom pendant toute sa chute. Elle a rampé jusqu'au balcon, a regardé par-dessus le rebord et a vu Tommy gisant immobile sur le trottoir, le sang coulant de sa tête, les yeux toujours ouverts, fixant le ciel comme s'il la cherchait. Cross a mis en scène la scène comme un accident. Un garçon déprimé, un suicide par saut, aucun témoin à part une sœur en état de choc sévère et un détective respecté. Ivy a enterré son frère en silence, incapable de pleurer devant qui que ce soit car Cross la surveillait en permanence. 3 mois plus tard, Ivy a découvert qu'elle était enceinte. Non pas par amour, mais à cause des nuits où Cross l'avait forcée alors qu'elle était à peine consciente, délirante après la perte de son frère. Lorsque Cross l'a découvert, il n'était pas content. Il a dit que le bébé serait une preuve, une complication,
quelque chose dont il n'avait pas besoin. Il l'a battue jusqu'à ce qu'elle ne soit plus enceinte. Ivy s'est réveillée dans une mare de son propre sang sur le sol de la salle de bain, complètement seule. Cette nuit-là, elle a décidé de s'enfuir. Elle a brûlé tous les documents, s'est acheté une fausse identité, avec l'argent que Tommy avait caché dans une boîte à chaussures, et a disparu de la vie de Raymond Cross. Pendant 2 ans, elle a vécu comme un fantôme, changeant constamment de ville, acceptant des emplois payés en espèces, dormant là où personne ne lui demandait son nom. Finalement, elle arriva à Chicago, loua un sous-sol humide et sans fenêtre et travailla comme serveuse à l'Alysium, un restaurant où même les flics les plus corrompus n'osaient pas entrer. Chaque soir, avant de s'endormir, Ivy regardait la seule photo qu'elle avait réussi à garder. Tommy souriait largement le jour de son 10e anniversaire, et elle murmurait des excuses. « Désolé de ne pas avoir réussi à te protéger. Désolé d'être encore en vie. Désolé de ne pas être morte à ta place cette nuit-là, mais le destin a sa propre façon d'arranger les choses. » Car ce soir, à l'Alysium, la vie d'Ivy Monroe est sur le point de prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'Alysium n'était pas du tout un restaurant. C'était un empire miniature, un lieu où le pouvoir et le crime revêtaient le luxe de manière si convaincante que les gens en oubliaient la légère odeur de sang qui flottait encore quelque part dans l'air, cachée sous le sous-sol d'un vieil immeuble au cœur de Chicago. L'Alysium était conçu comme un labyrinthe de richesses. Son plafond s'élevait haut au-dessus de nos têtes, recouvert de fresques peintes si à la main, représentant le paradis et l'enfer entremêlés, rappelant discrètement que la frontière entre ces deux mondes était bien plus mince que la plupart des gens ne le croyaient. Des lustres en cristal flottaient au-dessus de nos têtes, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur les tables et les chaises recouvertes de velours rouge foncé. Le sol était recouvert de marbre noir, poli jusqu'à briller comme un miroir, et chaque pas du personnel devait être feutré, comme si personne n'osait perturber le rêve des clients qui comptaient nonchalamment des millions de dollars. Ivy entra par la porte arrière à 19 heures, vêtue de l'uniforme noir moulant exigé par le restaurant. Elle travaillait ici depuis 2 mois. Assez longtemps pour connaître les règles, mais pas assez pour que quelqu'un se souvienne de son visage. C'était tant mieux. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était des pourboires en espèces et rester invisible parmi l'élite puissante. Thomas Webb, le directeur du restaurant, était un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel, toujours soigneusement coiffé, et aux yeux qui papillonnaient constamment comme s'il attendait qu'une bombe explose. Il arrêta Ivy dès qu'elle eut fini d'attacher son tablier. Son visage était plus pâle que d'habitude, ce qu'Ivy remarqua immédiatement car Webb était toujours pâle. « Ce soir, nous avons un invité spécial, » dit Webb d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, comme si même les murs pouvaient entendre. Table 7. Le coin le plus sombre, la section VIP. Quoi qu'il arrive, ne regardez jamais l'invité directement dans les yeux. Ne dites pas un mot de plus que nécessaire. Ne touchez rien d'autre que le plateau de service. Et surtout, Webb saisit le poignet d'Ivy, le serrant si fort qu'elle faillit grimacer. Ne t'approche jamais des chiens. Ivy ne demanda pas qui était l'invité. Elle n'en avait pas besoin. Au cours de ces 2 mois passés à l'Alysium, elle avait entendu suffisamment de chuchotements dans le vestiaire du personnel, à propos d'un homme devant lequel même les autres patrons s'inclinaient, à propos de 3 énormes bêtes blanches qui marchaient à ses côtés comme des fantômes venus de l'enfer, à propos de ceux qui avaient osé l'offenser et qui n'avaient jamais été revus. Le faucheur, la mort elle-même, Alexander Blackwood. Son nom était prononcé sur le même ton que celui réservé aux démons ou aux catastrophes naturelles, des forces qui ne pouvaient être arrêtées, seulement évitées par la prière. Ivy acquiesça à Webb, les paumes moites de sueur, bien que son visage ne trahît rien. Elle avait déjà affronté des monstres, elle avait survécu à des nuits où la mort semblait plus clémente que la vie. Un parrain de la mafia et ses chiens ne pouvaient pas être pires que Raymond Cross. C'est du moins ce que pensait Ivy, entrant dans la salle à manger principale. Elle tenait en équilibre un plateau en argent poli. Elle ne savait pas que dans quelques minutes, cette conviction allait voler en éclats
car lorsque les portes principales de l'Alysium s'ouvrirent, laissant entrer la nuit froide de Chicago et le bruit des griffes cliquetant sur le marbre, Ivy Monroe allait réaliser qu'elle n'avait jamais vraiment su ce qu'était la peur. Les portes principales de l'Alysium s'ouvrirent et le monde entier sembla retenir son souffle. Ce n'était pas une métaphore. Ivy vit réellement les hommes les plus puissants de Chicago figés en plein milieu d'une gorgée. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase, les fourchettes touchèrent les assiettes sans faire le moindre bruit. Tout cela parce qu'un homme venait de franchir le seuil. Alexander Blackwood mesurait 1,38 m, avait les épaules larges et marchait comme quelqu'un qui possédait tout ce qu'il regardait. Son costume noir 3 pièces semblait avoir été créé spécialement pour lui, et c'était peut-être le cas. Ses cheveux noirs d'encre étaient lissés en arrière, révélant un visage aux traits anguleux, avec des pommettes saillantes et une légère cicatrice qui descendait de sa tempe jusqu'à sa joue gauche. Un souvenir d'un combat dont l'autre homme n'avait pas survécu pour raconter l'histoire. Mais ce qui coupa le souffle à Ivy, ce n'était pas son apparence brutale, c'étaient ses yeux, des yeux gris tempête, froids et infinis, si profonds qu'elle avait l'impression que si elle les fixait trop longtemps, son âme serait aspirée et ne retrouverait jamais le chemin du retour. Puis elle les vit, 3 formes blanches massives se déplaçant à ses pieds comme des fantômes venus tout droit de l'enfer. Des dogos argentinos, des chiens de chasse élevés pour tuer les pumas en Argentine, pesant chacun plus de 60 kg. Leur pelage d'un blanc pur recouvrait des corps musclés comme de l'acier forgé. Le chien de tête portait une vieille cicatrice sur le museau, ses yeux sombres balayant la pièce, comme s'il décidait qui devait mourir en premier. Le deuxième se déplaçait avec la grâce d'un tueur, les oreilles alertes, le corps perpétuellement prêt à frapper. Le troisième était légèrement plus petit, marqué d'une tache noire sur l'oreille gauche. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui attira l'attention d'Ivy. Pas de la sauvagerie, mais de la vigilance, le regard de quelqu'un qui avait été blessé une fois et qui n'avait jamais oublié. Harris, Apollo et Achille. Ivy en avait assez entendu pour connaître leurs noms. Webb n'avait pas exagéré, ces chiens n'étaient pas des animaux de compagnie, c'étaient des armes biologiques dotées d'un cœur qui battait. Alexander Blackwood traversa la pièce comme si la foule n'existait pas. Et la foule se comporta comme si elle voulait désespérément que ce soit vrai. Les yeux se baissèrent, dit. Les voix se réduisirent, s'effont à des murmures. Des hommes puissants acquiescèrent docilement. Des hommes qui ailleurs pouvaient décider de la vie ou de la mort de centaines de personnes. Il s'arrêta à la table 7, le coin le plus sombre de l'Alysium, où un homme attendait déjà, le visage de quelqu'un qui se prépare à rencontrer son bourreau. Ivy le reconnut grâce au journal télévisé du soir. Le sénateur Richard Coleman, la soi-disant étoile montante du parti au pouvoir, récemment accusé d'avoir accepté des pots de vin dans le scandale du port, mais qui avait pourtant été innocenté de toutes les charges. Elle comprenait maintenant comment. Coleman se leva à l'approche de Blackwood, affichant un sourire forcé qui ressemblait davantage à une grimace de douleur. « Monsieur Blackwood, c'est un honneur, commença-t-il. » Mais Xander fit un geste de la main, ordonnant à Coleman de s'asseoir comme s'il commandait un chien obéissant. Et curieusement, Coleman obéit. Les 3 dogos argentinos étaient couchés sous la table, formant un arc protecteur autour de leur maître. De là où se tenait Ivy, elle pouvait voir la queue d'Arié tapoter légèrement le sol, non pas de joie, mais comme un compte à rebours avant d'obtenir la permission. Table 7. La voix de Webb résonna dans l'oreille d'Ivy comme un coup de grâce, un Macallan de 50 ans et l'entrée spéciale. Ivy sentit alors le sang se glacer dans ses veines. Elle le voulait refuser, prétexter un malaise pour disparaître immédiatement de cet endroit. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'invisibilité que lui procurait Elysium. Elle avait besoin des pourboires en espèces pour continuer à payer le sous-sol délabré qui la cachait de Raymond Cross. Ivy prit donc une profonde inspiration, posa la bouteille et l'assiette d'amuse-bouche sur le plateau en argent et se dirigea vers la table 7 sur des jambes tremblantes qu'elle masqua avec toute la force qui lui restait. Elle ne
savait pas que c'étaient les derniers pas de son ancienne vie, car en quelques minutes, tout allait s'effondrer. Ivy atteignit la table 7 sans trébucher, ce qui en soi lui semblait être une petite victoire. Elle posa la bouteille de Malène de 50 ans d'âge sur la table avec des mains qui tremblaient, juste assez pour qu'elle le sente, mais pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Elle versa d'abord dans le verre de Blackwood, puis dans celui de Coleman, le regard fixé sur le plateau sans jamais le lever, sans jamais laisser ses yeux croiser ceux de Stormgate qui l'étudiait, comme s'il disséquait chacun de ses mouvements. Sous la table, Ivy pouvait sentir la chaleur dégagée par 3 corps massifs. Elle entendait leur respiration lourde et régulière, comme le battement d'une machine attendant d'être mise en marche. Elle se força à ne pas trembler en posant l'assiette d'apéritif. Elle se força à ne pas penser au fait qu'à moins de 60 cm d'elle se trouvaient des mâchoires capables de broyer des os humains. Tout se passa à la perfection. Ivy était sur le point de se détourner, sur le point de s'échapper de la zone de danger, sur le point de pouvoir enfin respirer à nouveau. C'est alors que le désastre frappa. Un nouvel employé nommé Jake, un étudiant embauché une semaine plus tôt, transportait un plateau lourd derrière Ivy dans l'étroit couloir. Il fit un faux pas. Peut-être parce que le sol en marbre était trop glissant. Peut-être parce que ses chaussures bon marché n'avaient pas assez d'adhérence. Peut-être parce que le destin avait décidé que ce soir, tout devait changer. Le plateau s'envola des mains de Jake. Le temps sembla ralentir tandis qu'Ivy se retournait et regardait les assiettes en porcelaine voler dans les airs, tourner puis s'écraser sur le sol en marbre dans un fracas assourdissant. Le bruit brisa le silence de l'Alésium comme un coup de feu. Des éclats volèrent dans toutes les directions. La sauce rouge éclaboussa les murs comme du sang, et à cet instant, l'enfer se déchaîna sous la table 7. Harries bondit le premier, son corps de 60 kilolulus se transformant en un missile blanc visant la source du bruit. Il ouvrit grand la gueule, dévoilant des crocs acérés comme des poignards, et un grognement s'échappa de sa gorge, comme le rugissement d'un char d'assaut qui démarrait. Apollo le suivit sur la gauche, se déplaçant à une vitesse impossible pour un être aussi lourd, ses griffes raclant le sol en pierre dans un crissement strident. Achille compléta la formation, coupant le côté droit, ses yeux sombres fixés sur la cible avec la précision d'une arme guidée. Jake ne comprit même pas ce qui se passait. Il resta figé au milieu des débris du plateau renversé, fixant les 3 énormes bêtes blanches qui chargeaient vers lui à une vitesse fulgurante. Il poussa un cri aigu, terrifié, et tomba en arrière, les bras levés pour protéger son visage, comme si cela pouvait arrêter les mâchoires, sur le point de lui broyer la gorge. Élésium sombra dans le chaos. Les invités d'élite, ces hommes qui ordonnaient des meurtres sans ciller, se transformèrent instantanément en une foule paniquée. Les chaises se renversèrent, les tables basculèrent, les verres se brisèrent, des cris s'élevèrent de toutes parts. Le sénateur Coleman poussa un cri semblable à celui d'un animal égorgé, s'effondrant sous la table et se recroquevillant en position fétale, les larmes coulant sur son visage rouge. Fermot. La voix d'Alexander Blackwood trancha le bruit comme une lame dans du beurre. Arrêtez. Mais l'ordre arriva trop tard. Les chiens étaient désormais en mode attaque, leur instinct primitif prenant le pas sur tout leur entraînement. Ils n'entendaient plus que le sang battre dans leurs oreilles. Ils ne voyaient plus que la proie tremblante devant eux. Jake était sur le point de mourir. Ivy en était certaine, elle avait vu suffisamment de morts pour reconnaître quand celle-ci arrivait. Le jeune serveur allait être mis en pièces en quelques secondes, sous les yeux de dizaines de témoins, et personne, pas même Alexander Blackwood, ne pouvait l'empêcher. Personne, sauf une serveuse au passé sanglant et dotée d'une compétence qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir utiliser à nouveau. Ivy ne réfléchit pas. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. Son corps agit par instinct, grâce à ce qui avait été gravé dans ses os pendant les 3 années qu'elle avait passées à travailler dans un centre de sauvetage d'animaux, avant que sa vie ne tourne au cauchemar. Elle avait manipulé les animaux errants les plus sauvages. Des pitbulls abandonnés après des combats de chiens, des animaux maltraités jusqu'à ce qu'ils aient perdu toute confiance en l'être humain. Elle savait que face à un prédateur, courir signifiait la mort, crier signifiait une provocation, et se tenir debout signifiait un défi.
Ivy fit donc la seule chose qui pouvait sauver tout le monde dans cette pièce. Elle s'agenouilla, juste sur le chemin des 3 bêtes, juste entre elle et Jake. Ivy tomba à genoux sur le sol en marbre glacé. Elle baissa la tête, exposant sa nuque, une posture de soumission absolue dans le langage des chiens. Mais elle ne se contenta pas de se soumettre. Elle leva une main, paume ouverte, pouce replié, le signal d'arrêt universel que tout chien dressé reconnaîtrait. Puis elle émit un son. Pas un cri, pas un mot, mais un son grave provenant du fond de sa gorge, commençant par un claquement de langue sec et se transformant en un bourdonnement descendant, de plus en plus grave, comme un grognement étouffé, comme une berceuse que les loups chantent à leurs petits. Aries, qui chargeait à une vitesse qui aurait pu déchirer la chair humaine en un instant, s'arrêta brusquement, ses griffes raclant le marbre, laissant de longues traces blanches tandis que son corps massif glissait vers l'avant sous l'effet de l'élan. Il s'arrêta, à moins de 65 cm du visage d'Ivy. Son souffle chaud balayait ses cheveux, sa salive coulait sur son épaule, mais ses mâchoires étaient fermées. Apollo s'arrêta à son tour, puis Achilles, comme si une corde invisible les liait tous les 3. Ils restèrent là, les muscles toujours tendus, les yeux rivés sur Ivy, mais leur fureur était maîtrisée. Ivy ne leva pas la tête. Elle savait que croiser leurs regards maintenant serait un défi, détruirait en un instant tout ce qu'elle avait construit. Au lieu de cela, elle se concentra sur la poitrine d'Aries, sur son sternum qui se soulevait et s'abaissait, et lentement, douloureusement, lentement, elle tendit la main et la posa directement sur le cœur de la bête. « Assieds-toi » murmura-t-elle d'une voix légère comme un souffle, mais qui portait le poids d'un ordre qui ne pouvait être refusé. « Assieds-toi » Aries s'assit, non pas parce qu'elle y était contrainte, mais parce que quelque chose dans sa voix, dans l'énergie qui émanait de son corps, lui donnait envie d'obéir. Apollo s'assit, puis Achille. Les 3 bêtes qui avaient fait trembler le monde souterrain de Chicago étaient désormais assises en rang devant une serveuse, mince aux cheveux auburn et aux yeux verts, incrédule face à ce qu'elle venait de faire. « Bon garçon » murmura Ivy, la main toujours posée sur la poitrine d'Aries, sentant son cœur passer de la rage au calme. « Bon garçon » Un silence pesant s'abattit sur Alessium. Personne n'osait respirer bruyamment, personne n'osait bouger. Jake gisait immobile sur le sol, les yeux écarquillés, se demandant peut-être s'il était déjà mort. Le sénateur Coleman restait recroquevillé sous la table. De doux sanglots s'échappaient de lui comme les couinements d'un rongeur pris au piège, puis des pas rompirent le silence. Alexander Blackwood s'avança vers Ivy. Ses yeux gris tempête n'étaient peut-être plus froids, mais brûlaient d'une flamme qu'elle ne pouvait déchiffrer. C'était peut-être de la colère, c'était peut-être de l'étonnement, peut-être les deux. « Levez-vous » ordonna-t-il, d'une voix basse et menaçante. Ivy avait l'intention d'obéir. Elle avait l'intention de se lever, de s'excuser, de baisser la tête et de disparaître avant que Blackwood ne décide qu'elle en savait trop sur ses chiens pour avoir le droit de vivre. Mais Aries n'était pas d'accord. Lorsque Blackwood s'approcha à moins d'1 mètre d'Ivy, le chien de tête se retourna soudainement, se plaçant entre elle et son maître. Un grognement grave s'échappa de la gorge d'Aries. Un son d'avertissement que Blackwood avait entendu des centaines de fois, mais qui ne lui avait jamais été adressé. Son chien, la bête qu'il avait entraînée à grands frais, le monstre qui n'avait jamais laissé personne d'autre que lui le toucher, grognait contre lui pour protéger une serveuse inconnue. Alexander Blackwood s'arrêta, et pour la première fois depuis de nombreuses années, le visage impassible du faucheur de Chicago révéla une émotion que personne ne le croyait capable de ressentir. De l'étonnement. Ivy eut l'impression d'être percé à jour lorsque Alexander Blackwood lui demanda « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » Sa voix n'était plus autoritaire, mais posait une question sincère, peut-être la première vraie question qu'il posait depuis de nombreuses années. Ivy resta agenouillée sur le sol, la main toujours posée sur la poitrine d'Harry, craignant de bouger de peur de briser l'étrange sort qui maintenait les 3 bêtes calmes. « Je ne suis qu'une serveuse, monsieur, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante, sans toutefois baisser les yeux. « Je suis désolée de m'être immiscée. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. »
Blackwood resta longuement silencieux. Il se contenta de la regarder, observant Harry s'appuyer sa tête contre sa paume, comme un chiot plutôt que comme un tueur entraîné à déchiqueter des hommes. Puis, il se tourna vers Webb, le gérant qui tremblait comme une feuille, dans une tempête. « Nettoyez tout ça. Ma soirée est terminée. Et vous ?» Il regarda Ivy. « Venez avec moi. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Ivy voulait refuser. Elle voulait se lever et s'enfuir aussi loin que possible de cet homme, mais elle n'avait pas le choix. Personne ne refusait Alexander Blackwood et ne le regrettait. Elle se leva et, étrangement, les 3 chiens se levèrent avec elle, se déplaçant autour d'elle comme des gardes royaux escortant une reine. Blackwood la conduisit dans une salle privée à l'arrière du restaurant, meublée comme un petit bureau avec des fauteuils en cuir, un bureau en chêne et une bouteille de whisky hors de prix sur l'étagère. Les 3 chiens se couchèrent aux pieds d'Ivy plutôt qu'à ceux de leur maître, et quelque chose brilla dans les yeux de Blackwood. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de bien plus complexe. « J'ai dépensé 200 000 $ pour les meilleurs dresseurs militaires, dit-il, en versant du whisky dans 2 verres, mais sans lui en offrir. Je les ai vus mettre en pièces des hommes vêtus de gilets pare-balles. Personne ne les a jamais touchés sans perdre des doigts ou la vie. Pour autant, vous, une serveuse, venez de faire ce que je croyais impossible. » Ivy resta silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Elle ne pouvait pas expliquer qu'elle avait passé des milliers d'heures dans des refuges pour animaux, qu'elle comprenait le langage des animaux blessés parce qu'elle en était un elle-même. « J'ai une proposition à vous faire, » continua Blackwood. « Pendant 4 mois, vous vivrez dans ma propriété et vous dresserez ces 3 chiens. Je vous paierai $1 million. » Ivy crut avoir mal entendu. $1 million. Cette somme pouvait effacer la dette de sa mère, lui offrir une nouvelle vie dans un autre pays, l'aider à disparaître à jamais de la portée de Raymond Cross. Mais cela signifiait aussi 4 mois sous le même toit que le faucheur de Chicago. 4 mois dans l'antre d'un monstre. 4 mois qui pourraient ne jamais vraiment prendre fin. Et si vous rencontrez des problèmes, ajouta Blackwood comme s'il lisait dans ses pensées. N'importe quel problème, je m'en occuperai. Je peux faire disparaître des gens, faire disparaître des dossiers, voire faire disparaître le passé si nécessaire. Ivy ressentit une vive douleur dans la poitrine. Il lui ouvrait la porte qu'elle cherchait désespérément depuis 2 ans. Mais elle savait qu'il n'y avait rien de gratuit, surtout pas de la part d'un parrain de la mafia. « Je ne peux pas, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je suis désolée, je veux juste faire mon travail et rentrer chez moi. » Blackwood l'observa longuement, le regard impénétrable. Puis il sortit une carte de visite noire avec des lettres argentées et la posa sur le bureau devant elle. « Quand vous changerez d'avis, et je suis sûr que vous le ferez, appelez ce numéro à toute heure, de jour comme de nuit. » Ivy prit la carte, la glissa dans la poche de son tablier et quitta la pièce d'un pas chancelant. Elle ne se retourna pas. Elle ne vit pas les yeux de Blackwood la suivre. Elle ne vit pas Achille pousser un gémissement doux alors qu'elle s'éloignait comme si le chien ne voulait pas qu'elle parte. 2 heures plus tard, Ivy se tenait devant la porte pourrie du sous-sol qu'elle appelait sa maison. Elle était épuisée au point que ses os lui semblaient creux, son esprit encore tourbillonné par tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle ouvrit la porte, entra dans l'obscurité familière et alluma la lumière. Son cœur s'arrêta. Le sous-sol avait été saccagé, des vêtements étaient éparpillés sur le sol, les tiroirs avaient été arrachés et renversés, le vieux matelas avait été déchiré, et le rembourrage blanc était éparpillé partout comme de la neige. Et sur le mur, écrits au rouge à lèvres et d'une écriture qu'Ivy reconnaîtrait même dans son pire cauchemar, se trouvaient les mots « Je t'ai trouvé, Ivy, rentre à la maison ». Raymond Cross était venu à Chicago et il savait exactement où elle se trouvait. Ivy resta là, tremblante, fixant le message sur le mur. Puis elle sortit la carte noire de sa poche et regarda les chiffres argentés briller dans la pénombre. Elle n'avait plus le choix. Un monstre la traquait et elle n'avait plus qu'un seul endroit où se cacher, à l'intérieur de la couche d'un autre monstre. Ivy appela le numéro inscrit sur la carte de visite à 3 heures du matin, la voix tremblante, et dut se répéter plusieurs fois avant que Blackwood ne comprenne ce qu'elle voulait. Il ne lui demanda pas pourquoi elle avait changé d'avis, il ne lui demanda pas ce qui s'était passé,
Il ne dit qu'une seule chose. Une voiture sera là dans 20 minutes. Exactement 20 minutes plus tard, une Mercedes noire aux vitres blindées s'arrêta devant le sous-sol. Ivy monta à bord avec un sac à dos déchiré contenant tout ce qui lui restait au monde. Des vêtements propres, la photo de Tommy et les morceaux d'espoir brisés qu'elle n'avait pas eu le courage de jeter. La voiture la conduisit hors des bidonvilles, à travers le centre-ville de Chicago, puis vers le nord, dans les banlieues riches, où les manoirs se cachaient derrière de hautes clôtures et des arbres épais. Mais aucun manoir n'aurait pu préparer Ivy à ce qu'elle allait voir. Le domaine Blackwood s'élevait derrière un portail en fer forgé de 15 tonnes orné de chiens de chasse. Ivy comprit immédiatement pourquoi les gens l'appelaient une forteresse. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse déguisée en château. Des murs de granit gris foncé s'élevaient sur 3 étages, des fenêtres étroites étaient découpées comme des meurtrières médiévales. Des caméras de sécurité étaient cachées dans chaque ombre. Des projecteurs infrarouges balayaient la pelouse, comme les yeux de prédateurs dans l'obscurité. Ivy compta au moins 6 silhouettes, se déplaçant le long de la ligne du toit et de la clôture. Des gardes vêtus de noir avec des mitraillettes dissimulées sous leurs manteaux. La Mercedes s'arrêta à l'entrée principale, et Alexander Blackwood attendait sur les marches comme s'il n'avait jamais dormi. Peut-être n'avait-il pas dormi, peut-être que la mort n'avait pas besoin de sommeil. Les 3 chiens étaient assis en formation à ses pieds, et quand Ivy sortit de la voiture, Aries, Apollo et Achille bondirent tous, remuant la queue, et se précipitèrent vers elle comme une famille réunie après des années de séparation. Blackwood observa la scène avec une expression indéchiffrable, puis fit signe à Ivy de le suivre à l'intérieur. L'intérieur était luxueux, dans un style froid et minimaliste, sol en marbre noir, murs gris anthracite, meubles en cuir foncé et en bois, peintures abstraites qui, selon Ivy, valaient plus que sa vie. Il n'y avait aucune chaleur ici, aucun signe d'une maison familiale, seulement l'isolement parfait du pouvoir et de la solitude. « Les règles ?» dit Blackwood en la conduisant dans un couloir qui semblait interminable. « Premièrement, n'entrez jamais dans mon bureau au 3e étage, même si la porte est ouverte. Deuxièmement, ne quittez jamais la propriété sans sécurité. Troisièmement, ne posez pas de questions sur mes affaires, n'écoutez pas mes appels, ne regardez pas mes visiteurs. Quatrièmement, vous pouvez aller partout dans la maison sauf au 3e étage. Utilisez tout ce dont vous avez besoin. Commandez tout ce que vous voulez manger. Et enfin, Blackwood s'arrêta devant une porte en chêne au bout du couloir du 2e étage et se tourna vers elle, le regard perçant. Les chiens sont la priorité numéro 1. Tu leur fournis tout ce dont ils ont besoin. Tu fais tout ce qui peut les rendre heureux. Voici ta chambre. Il ouvrit la porte et Ivy dut se retenir de la dévisager. La chambre était plus grande que tout le sous-sol où elle avait vécu, avec un lit king-size recouvert de draps de soie blanche, une armoire en noyer sculptée, une salle de bain privée avec une baignoire en marbre et une douche plaquée or. Une large fenêtre donnait sur le jardin arrière où Ivy pouvait voir un terrain d'entraînement pour chiens conçu par des professionnels et équipé de tout ce qu'on pouvait imaginer. « Des questions ?» demanda Blackwood. Sa voix était aussi froide que s'il s'adressait à un employé plutôt qu'à quelqu'un qu'il venait d'accueillir chez lui. Ivy regarda autour d'elle la chambre somptueuse. Elle pensa au sous-sol pourri. Elle pensa au message écrit au rouge à lèvres sur le mur. Elle pensa à Raymond Cross, qui la traquait quelque part. « Pourquoi ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. « Pourquoi m'aidez-vous » Blackwood l'étudia longuement, puis baissa les yeux vers les 3 chiens assis autour d'Ivy comme s'ils la gardaient. « Parce que pour la première fois en 15 ans, dit-il, d'une voix empreinte d'une émotion qu'Ivy ne pouvait définir. Quelque chose les a poussés à vouloir protéger quelqu'un d'autre que moi. Je dois savoir pourquoi. » Puis il se retourna et s'éloigna, laissant Ivy seule dans cette pièce inconnue, avec 3 bêtes straciées qui la regardaient avec une tendresse qui semblait presque impossible. Le premier matin de son séjour au domaine Blackwood, Ivy se réveilla au son doux de griffes grattant à la porte. Elle l'ouvrit et trouva Achille assis dans le couloir. La tache noire sur son oreille gauche semblait être sa marque d'identité, ses yeux sombres fixés sur elle avec une attente silencieuse. Elle n'avait aucune idée de la façon dont le chien avait trouvé sa chambre, ni depuis combien de temps il était assis là.
Elle savait seulement que lorsqu'elle sortit, Achille se leva et marcha à ses côtés comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le terrain d'entraînement derrière le domaine était équipé comme une installation militaire avec un vaste terrain en herbe, des obstacles, des pistes de course et une zone de baignade conçue pour les chiens. Victor Kane, le bras droit de Blackwood, observait de loin avec un scepticisme non dissimulé, tandis qu'Ivy commençait sa première séance d'entraînement. Elle commença par des évaluations de base, testant la réactivité et le niveau d'obéissance de chaque chien. Harris était parfait, avec des réflexes fulgurants et une discipline absolue, même s'il hésitait toujours légèrement lorsque les ordres venaient de quelqu'un d'autre que Blackwood. Apollo était agile et intelligent, apprenait vite et aimait se mettre en valeur. Bien dressé, mais manquant de profondeur dans ses relations émotionnelles. Mais Achille était une énigme qu'Ivy ne pouvait résoudre ce premier jour. Le plus petit des trois évitait systématiquement certains exercices, en particulier ceux impliquant des espaces confinés ou des bruits soudains et forts. Lorsque Ivy essayait d'utiliser le sifflet d'entraînement, Achille sursautait, les oreilles aplaties, les yeux écarquillés avec une peur primitive qu'Ivy avait vue trop souvent au refuge. C'était un chien qui avait été maltraité. Elle interrogea Victor sur le passé du chien, et l'homme froid expliqua à contre-cœur que Blackwood les avait sauvés d'un réseau illégal de combats de chiens 5 ans plus tôt. Aria et Apollo avaient été des combattants, mais Achille, le plus petit et le plus faible, avait été utilisé comme appât pour que les autres chiens s'entraînent à attaquer. Il avait été enfermé dans une cage sombre pendant des mois, battu, affamé, jusqu'à ce que Blackwood fasse une descente dans les lieux et emmène les 3 chiens. Ivy sentit son cœur se briser en écoutant cette histoire. Elle regarda Achille, recroquevillé dans un coin du terrain, séparé de ses frères, et elle se vit en lui, une âme blessée, essayant de survivre au jour le jour. Cet après-midi-là, après l'entraînement, Ivy ne retourna pas dans sa chambre. Elle s'assit à côté d'Achille, dans le coin du terrain sans rien dire, sans rien toucher, simplement en étant là, laissant le chien s'habituer à sa présence. Une heure passa, puis 2. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de Chicago de nuances rouges et orangées, et Achille était toujours allongé à 1 mètre d'elle, les yeux rivés sur elle. Puis Ivy se mit à parler. Elle lui parla de Tommy. Elle lui parla de son frère de 16 ans qui rêvait de devenir vétérinaire. Elle lui raconta comment il avait un jour sauvé un moineau à l'aile cassée et s'en était occupé pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau voler. Elle lui a parlé de son large sourire chaque fois qu'il voyait des animaux. Elle lui a raconté qu'il disait que les animaux ne jugeaient jamais, ne faisaient jamais de mal à personne, sauf s'ils étaient acculés. Elle lui a parlé de la dernière nuit, de la façon dont Tommy s'était précipité pour la protéger, de son cri lorsqu'il était tombé, de ses yeux qui la cherchaient une dernière fois dans le ciel. Des larmes coulaient sur le visage d'Ivey, et elle ne prit pas la peine de les essuyer. Elle n'avait pas pleuré devant quelqu'un depuis 2 ans, mais ici, dans le jardin d'un parrain de la mafia, à côté d'un chien blessé, elle laissa enfin ses larmes couler. « Il t'aurait aimé, Achille, murmura Ivey. Il aurait su comment te soigner. Je ne suis pas aussi doué que lui. Je n'ai pas pu le sauver. Je n'ai pu sauver personne. » Elle pleura, et pour la première fois depuis son arrivée, Achille bougea. Le chien rampait lentement, hésitant, comme s'il franchissait un mur invisible qu'il avait piégé pendant des années. Puis il posa sa tête sur la cuisse d'Ivy et lécha les larmes sur sa main. Ivy se figea, effrayée à l'idée de respirer, terrifiée à l'idée que le moindre mouvement puisse l'effrayer. Mais Achille ne recula pas. Il resta allongé là, la tête sur ses genoux, son souffle chaud s'échappant à travers le tissu de son pantalon. Et pour la première fois, Ivy vit sa queue bouger. Juste un petit mouvement, mais cela suffisait. « Nous sommes tous les deux des âmes brisées », murmura Ivy, sa main tremblante posée sur la tête d'Achille tandis qu'elle caressait son doux pelage blanc. « Mais peut-être que les morceaux brisés peuvent se soutenir mutuellement. » Depuis la fenêtre du 3e étage, Alexander Blackwood observait le jardin, témoin d'une scène qu'il n'aurait jamais cru voir.
Le chien qu'il n'avait pas réussi à approcher pleinement, en 5 ans, était allongé sur les genoux d'une inconnue. Il la laissait le caresser comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il ne savait pas ce qu'Ivy avait dit à Achille. Il n'avait pas besoin de le savoir. Il savait seulement qu'il avait eu raison de l'amener ici, et que cette fille était bien plus dangereuse qu'il ne l'avait jamais imaginé, non pas parce qu'elle pouvait lui faire du mal, mais parce qu'elle pouvait lui donner envie de choses que le faucheur de Chicago avait abandonnées depuis longtemps. 2 semaines passèrent au domaine Blackwood, et Ivy trouva peu à peu le rythme de sa nouvelle vie. Chaque matin, elle dressait les 3 chiens. Chaque après-midi, elle se consacrait exclusivement à Achille. Et chaque soir, elle s'asseyait dans sa chambre, regardait le jardin et se demandait si tout cela était un rêve ou un cauchemar dissimulé sous l'apparence d'un paradis. Elle voyait rarement Blackwood. Il se déplaçait dans sa propre maison comme un fantôme, apparaissant et disparaissant sans prévenir. Pourtant, elle sentait toujours son regard posé sur elle depuis quelque part dans l'ombre. Puis, la tempête arriva. Ce n'était pas une tempête ordinaire, mais la plus violente tempête estivale que Chicago ait connue depuis 20 ans. Avec des vents dépassant les 120 km/h et des éclairs déchirant le ciel comme de profondes entailles dans la peau de la nuit, Ivy était allongée dans son lit à 23 heures, lorsque le premier coup de tonnerre explosa, secouant la pièce. Et puis elle l'entendit, hurlant, gémissant, griffant frénétiquement le métal. Les chiens paniquaient dans leurs chenilles. Elle dévala les escaliers sans prendre de manteau, vêtue seulement d'une fine chemise de nuit, courant pieds nus à travers la cour alors que la pluie tombait à verse. Le chenil se trouvait au coin du jardin, construit en acier et en verre pare-balles comme un bunker miniature. Mais à présent, il ressemblait à une prison retenant 3 âmes se tordant de terreur. À travers la vitre, Ivy vit Ariès se jeter contre les murs, son corps de 60 kilos s'écrasant contre l'acier avec une force qui aurait pu broyer des os humains. Apollo courait en rond comme un fou, aboyant d'une voix aiguë et désespérée. Et Achille, le plus petit d'entre eux, était recroquevillé dans un coin, tremblant si violemment qu'elle pouvait le voir de l'extérieur, les yeux écarquillés d'une terreur qu'elle ne connaissait que trop bien. C'était un flashback. Le tonnerre les avait ramenés dans l'arène, vers des nuits enfermées dans l'obscurité ponctuée de cris et de coups de feu, vers une douleur que le corps pouvait oublier, mais pas l'âme. « N'entrez pas là-dedans !» cria Victor derrière elle, en courant vers elle, vêtu d'un imperméable et muni d'une lampe torche. Ils ne reconnaissent personne dans cet état. L'année dernière, un garde avait essayé et Arié lui avait mordu le bras en 2. Le vétérinaire était en route, mais il faudrait attendre 30 minutes. Ivy ne l'écouta pas. Elle ouvrit la porte du chenil et entra. Victor cria quelque chose, mais le tonnerre couvrit tous les sons. À l'intérieur, l'air était chargé de la peur, de la sueur des chiens et de l'adrénaline, mélangés à l'odeur métallique de l'acier. Harry s'est tourné vers elle, les crocs à nu, un grognement s'élevant de sa poitrine comme le moteur d'un camion. Apollo a cessé de courir, le corps figé en position d'attaque, les muscles tendus comme des fils métalliques. Achille est resté recroquevillé dans un coin, mais ses yeux l'ont trouvé, un mince filet d'espoir traversant sa peur. Ivy n'a rien dit. Elle s'est lentement baissée jusqu'au sol, puis s'est allongée sur le béton glacé et détrempé, se recroquevillant sur elle-même comme un fœtus. Elle exposa son cou, exposa son ventre dans une posture de vulnérabilité totale. Le signal le plus clair dans le langage canin qu'elle ne représentait aucune menace, qu'elle leur faisait entièrement confiance. Puis elle se mit à chanter la chanson que sa mère chantait à Tommy, et elle, tous les soirs, avant de tomber malade. Une mélodie simple sur les étoiles et les rêves paisibles. Sur le fait d'être aimé et de ne jamais être seul. La voix d'Ivy tremblait face au rugissement de la tempête à l'extérieur, petite et fragile, mais elle continuait à chanter comme si cette mélodie était le seul fil qui l'empêchait, elle et les 3 chiens, de tomber dans l'abîme. Les grognements d'Arié s'adoucirent. Apollo relâcha sa posture d'attaque. Achille commença à ramper vers elle. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Puis Ivy sentit de la chaleur. Achille se pressa contre son ventre, tremblant encore, mais plus frénétique. Apollo vint ensuite, s'installant derrière son dos comme un bouclier vivant. Et enfin,
Harry, le plus féroce des trois, s'accroupit devant elle, la tête posée sur ses pattes, les yeux rivés sur elle comme si elle était le seul phare dans la tempête. Ivy était allongée, là, entourée de près de 200 kilos de muscles vivants, fredonnant la berceuse, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Elle chantait pour les chiens, elle chantait pour Tommy, elle chantait pour elle-même. Et depuis l'entrée du chenil, Alexander Blackwood se tenait sous la pluie, sa chemise blanche collée à son corps, observant la jeune fille qui avait apprivoisé ces trois monstres, avec rien d'autre qu'une berceuse et un cœur brisé. La tempête s'apaisa, après avoir fait rage pendant près de 2 heures, le tonnerre s'éloignant comme les pas d'un géant qui s'éloigne, et la pluie passant d'une averse violente à une douce bruine avant de s'arrêter complètement. Ivy resta allongée sur le sol du chenil, le corps Pikukuishi engourdi par le froid, n'osant pas bouger car les 3 chiens s'étaient endormis autour d'elle. Leur respiration régulière et paisible pour la première fois de la nuit. Elle entendit des pas. Puis la porte du chenil s'ouvrit et Alexander Blackwood entra, une couverture sèche à la main. Il ne dit rien, se contentant de draper la couverture sur elle, son geste si doux que Ivy crut presque qu'elle l'avait imaginé. Harris ouvrit les yeux pour le regarder, mais ne grogna pas, se contentant de remuer légèrement la queue avant de refermer les yeux, comme s'il acceptait la présence de son maître à côté de la femme en qui il avait choisi de faire confiance. Blackwood s'assit sur le sol de la cage, le dos contre la paroi en acier, à moins d'1 mètre d'Ivy. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée ici, il ne ressemblait pas à la mort, mais seulement à un homme fatigué au milieu de la nuit. « Cette chanson, dit-il, d'une voix basse et des plus douces que d'habitude. Où l'avez-vous apprise ? Ma mère, répondit Ivy, la voix fatiguée d'avoir trop chanté. Elle la chantait à mon frère et moi tous les soirs avant de mourir. Il resta silencieux un instant, puis dit quelque chose à laquelle Ivy ne s'attendait pas. Ma mère chantait aussi. Elle chantait en cuisinant, en faisant le ménage, quand elle pensait que personne ne l'écoutait, je me souviens encore de sa voix. Ivy se tourna vers lui dans la faible lumière des lampes de secours. Elle vit sur son visage quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la douleur, une vieille douleur, une cicatrice, mais jamais guérie. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Ivy, sachant qu'elle s'aventurait en territoire interdit, mais incapable de s'en empêcher. Blackwood fixa le vide devant lui. Ses yeux gris tempête s'éclaircirent, mais restèrent assombris. « Mon père l'a tué », dit-il d'une voix neutre, comme s'il lisait le bulletin météo. Quand j'avais 12 ans, juste devant moi, Ivy a cessé de respirer. Elle voulait dire quelque chose pour le réconforter, mais aucun mot n'était assez fort pour exprimer une telle douleur. Alors, j'ai tué mon père, continua Blackwood, cette même nuit, avec le couteau qu'elle avait utilisé pour couper mon gâteau d'anniversaire 1 semaine plus tôt. C'est ainsi que j'ai hérité de cet empire. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ivy comprit. Elle comprit alors pourquoi il était froid comme la glace, pourquoi il ne laissait personne l'approcher, pourquoi les 3 chiens étaient la seule famille qu'il reconnaissait. C'était un enfant de 12 ans qui avait été contraint de tuer son père pour venger sa mère, et cet enfant était toujours quelque part à l'intérieur du monstre que le monde appelait le faucheur. « J'ai aussi perdu mon frère, » murmura Ivy. « Il avait 16 ans, il est mort en essayant de me protéger, et je n'ai rien pu faire. Je suis resté là à regarder. » Blackwood se tourna vers elle, et pour la première fois son regard n'était ni froid, ni critique, mais empreint de la compréhension de quelqu'un qui s'était tenu au bord de l'abîme, et avait regardé en bas. « Ce n'était pas ta faute, » dit-il. « Nous ne sommes jamais responsables des choix des autres. Mais nous nous punissons toujours quand même, n'est-ce pas ?» répondit Ivy, les larmes coulant sur ses joues, sans qu'elle ne prenne la peine de les essuyer. Parce que rester en vie alors qu'ils sont morts nous semble être le plus grand des péchés. Blackwood leva la main et effleura sa joue du bout des doigts, essuyant une larme avec une tendresse dont Ivy ne le croyait pas capable. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Pas la fille qui dressait des chiens, pas la serveuse du restaurant, mais une âme brisée comme la sienne, essayant de survivre au jour le jour. « Tu es dangereuse, Ivy Monroe, »
murmura-t-il. Tu me donnes envie de choses que j'avais enterrées depuis longtemps. Ivy ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car l'instant d'après, Blackwood se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser était aussi léger qu'un souffle, hésitant comme une question tacite, et Ivy réalisa qu'elle répondait, ses lèvres s'entr'ouvrant pour l'accueillir, comme si c'était quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie sans le savoir. Autour d'eux, les 3 chiens continuaient de dormir, et à l'extérieur du chenil, le ciel s'était dégagé, les étoiles scintillant comme des millions de promesses d'un nouveau départ. Les semaines qui suivirent de la tempête passèrent comme un rêve qu'Ivy n'osait croire réel. Alexander Blackwood, le faucheur de Chicago, l'homme que tout le monde souterrain craignait, commença à apparaître dans la cuisine chaque matin lorsqu'elle descendait pour manger. Au début, il ne disait rien, s'asseyant simplement en face d'elle avec une tasse de café noir et un journal. Mais peu à peu, les matins silencieux se transformèrent en brefs échanges, puis en conversations plus longues, jusqu'à ce qu'ils s'éternisent au point qu'ils en oublièrent quand le temps. Il lui posait des questions sur son travail au refuge, sur les chiens qu'elle avait sauvés, sur la façon dont elle avait appris le langage des animaux. Elle lui posait des questions sur les livres qui tapissaient les étagères de la salle de lecture, sur le tableau de sa mère accroché dans un coin caché du 2e étage qu'elle avait découvert par hasard, sur les 3 chiens et sur la façon dont il les avait sauvés. Il n'était plus un fantôme dans sa propre maison. Il commença à apparaître lorsqu'elle dressait les chiens debout au bord du champ, les mains dans les poches, la regardant travailler d'un regard qu'elle n'osait interpréter. Il se mit à frapper à sa porte tous les soirs pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Même s'ils savaient tous les deux que ce n'était qu'un prétexte pour se voir une fois de plus avant la fin de la journée. Et parfois, dans des moments intimes où personne d'autre n'était présent, il lui touchait la main, repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, ou l'embrassait sur le front avec une tendresse qui contrastait totalement avec sa réputation brutale. Victor Quint fut le premier à prendre la parole. Un après-midi, alors qu'Ivy se reposait dans sa chambre, elle surprit accidentellement une conversation entre Victor et Blackwood dans le couloir. « Elle est dangereuse, » dit Victor d'une voix tendue. « Non pas parce qu'elle pourrait te trahir, mais parce qu'elle te distrait. Nos ennemis voient une faiblesse, Xander. Pour la première fois en 15 ans, tu en as une. T'es-y, toi, Victor ?» répondit Blackwood d'une voix froide mais sans colère. « Elle n'est pas ma faiblesse, elle est la seule raison pour laquelle j'ai encore envie de me réveiller chaque matin. Si c'est une faiblesse, alors je l'accepte. » Ivy se tenait derrière la porte, le cœur battant, ne sachant pas si elle devait ressentir de la joie ou de la peur à ces mots. Elle tombait amoureuse d'un chef de la mafia. Et ce chef de la mafia tombait amoureux d'elle. Ce n'était pas un conte de fées, c'était la recette du désastre. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle avait essayé. Elle se rappelait chaque jour qu'il ne s'agissait que d'un contrat de 4 mois, qu'elle prendrait l'argent et disparaîtrait, que s'occuper d'Alexander Blackwood ne pouvait que lui causer de la souffrance. Mais son cœur ne l'écoutait pas. Son cœur avait pris sa décision la nuit de la tempête, lorsqu'il avait posé une couverture sur elle et lui avait parlé de sa mère avec la voix d'un enfant orphelin qui se souvenait encore de l'odeur de ses cheveux. Puis, les cauchemars étaient loin revenus. Pas de nouveaux cauchemars, mais les anciens, à propos de Tommy, à propos de son cri lorsqu'il était tombé, à propos de ses yeux qui la cherchaient une dernière fois dans le ciel, à propos de Raymond Cross, debout sur le balcon avec un sourire victorieux. Ivy se réveilla à 3 heures du matin, trempée de sueur. Un sanglot lui monta à la gorge. Elle le vit assis sur le bord de son lit. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là, ni comment il l'avait entendu pleurer dans son sommeil. Elle savait seulement que lorsqu'il ouvrit les bras, elle s'y précipita comme une personne en train de se noyer qui trouve une bouée de sauvetage. Il la serra dans ses bras sans parler, sans poser de questions, la laissant pleurer contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes à verser. Puis il s'allongea à côté d'elle, la serrant contre lui, sa tête reposant sur son épaule et son bras enroulé autour de sa taille comme un bouclier. « Je suis là », murmura-t-il dans ses cheveux.
Personne ne peut te toucher tant que je suis là. » Ivy s'endormit dans les bras de la mort. Et pour la première fois en 2 ans, elle ne fit pas de cauchemar. Elle ne savait pas que dans 15 jours, le cauchemar ne serait plus seulement un rêve. Le gala annuel de l'élite secrète de Chicago se tenait au Peninsula Hotel, au dernier étage, un endroit où seuls ceux qui avaient suffisamment de pouvoir et de sang sur les mains étaient autorisés à entrer. C'était la nuit où les chefs de la mafia portaient des masques aristocratiques, se mêlant aux politiciens corrompus, aux hommes d'affaires véreux et aux hommes d'influence qui prospéraient dans l'ombre. Alexander Blackwood n'avait jamais amené personne à ce gala en 15 ans de règne. Et lorsqu'il annonça qu'Ivy l'accompagnerait en tant que dresseur de chiens, Victor et les agents de sécurité furent stupéfaits, mais personne n'osa contester la mort. Ivy se tenait devant le miroir dans le dressing que Blackwood avait préparé pour elle, et elle se reconnaissait à peine. La robe de soirée noire moulait son corps comme si elle avait été moulée pour elle seule. La soie italienne tombait en cascade jusqu'au sol comme une cascade de minuit. Le dos était décolleté pour révéler une peau pâle et des omoplates délicates. Ses cheveux étaient relevés pour exposer la ligne gracieuse de son cou, et les boucles d'oreilles en diamant que Blackwood avait placées sur sa coiffeuse ce matin-là scintillaient comme de petites étoiles. Elle ne ressemblait plus à la serveuse démunie qui vivait dans un sous-sol délabré. Elle ressemblait à une reine, à la femme du faucheur de Chicago. Blackwood se tenait dans l'embrasure de la porte, et, pour la première fois, Ivy le vit perdre l'usage de la parole. Il resta simplement là, les yeux gris tempête parcourant lentement son corps de la tête aux pieds, la mâchoire serrée, les poings crispés, comme s'il retenait quelque chose de dangereux. « Tu es bien trop belle », finit-il par dire d'une voix rauque. « Je vais devoir tuer beaucoup d'hommes ce soir pour avoir osé te regarder. » Ivy rit, le premier vrai rire qu'elle s'était autorisé depuis son arrivée ici. « Êtes-vous en train de flirter avec moi, monsieur Blackwood ?» Il s'approcha, ses doigts effleurant sa joue. « Non, je vous mets en garde. Ce soir, vous entrez dans une tanière de loups, et chaque loup voudra vous mettre en pièces, mais vous êtes à moi, et je ne partage pas. » Le bal était si somptueux qu'Ivy en avait le vertige. Des lustres en cristal, des pistes de danse en chêne poli, un orchestre jouant des valses classiques et du champagne à volonté. Mais sous les paillettes se cachaient des regards calculateurs, des sourires hypocrites et une atmosphère lourde de danger. Lorsque Ivy entra aux côtés de Blackwood, les 3 chiens la suivaient comme des gardes royaux. Toute la salle sembla retenir son souffle. Harriet marchait à sa gauche, Apollo à sa droite, et Achille juste derrière elle. Une formation parfaite qu'elle avait répétée pendant des semaines. Ils ne portaient pas de laisse. Ils n'en avaient pas besoin. Un simple regard de sa part suffisait. Les chefs mafieux des familles rivales la regardaient comme si elle était un mythe devenu réalité. C'étaient les bêtes qui les avaient privés de sommeil. Les chiens dont les griffes sur la pierre pouvaient faire trembler les hommes les plus courageux. Et maintenant, ils marchaient calmement aux côtés d'une femme comme des chiots obéissants. « Combien pour qu'elle m'entraîne des chiens ?» demanda à voix haute un chef aux cheveux argentés de la famille Moretti, son regard avide balayant Ivy. « 10 millions. »« 20 millions. Dites votre prix. » Blackwood s'arrêta de marcher et la température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés. Il ne dit rien. Il se contenta de se tourner vers Moretti, et le vieux parrain qui régnait sur l'est de Chicago depuis 30 ans pâlit comme un linge. « Je suis désolé, balbutia Moretti. Je plaisantais. » Blackwood ne dit toujours rien. Il posa une main sur la taille d'Ivy, la tourna vers lui et, devant les centaines d'yeux des figures les plus puissantes de la pègre de Chicago, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux, ni hésitant, mais un baiser possessif, une déclaration, une marque de territoire. Sa bouche s'écrasa contre la sienne, sa main se resserra sur sa taille, et le monde disparut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'eux deux sous les lumières cristallines. Quand il la relâcha, Ivy était essoufflée, les joues rouges, et toute la salle était silencieuse. Personne n'osait plus la regarder avec désir. Le message était clair. Elle appartenait à la mort et quiconque la toucherait mourrait. Mais dans un coin sombre de la pièce,
Derrière des colonnes de marbre, un homme observait en silence. Raymond Cross traquait Ivy depuis 2 mois. Il avait soudoyé une taupe infiltrée dans la mafia pour savoir où elle se cachait, et ce soir, il avait enfin confirmé sa cible. Sa fille était dans les bras d'Alexander Blackwood. Elle pensait pouvoir lui échapper en se réfugiant derrière un chef mafieux. Cross sourit, le sourire froid d'un prédateur qui a repéré sa proie. Elle allait bientôt apprendre que personne, pas même la mort, ne pouvait lui prendre ce qui lui appartenait. La voiture les ramena au domaine en silence. Mais Ivy pouvait sentir la tension qui émanait de Blackwood comme de l'électricité. Il savait quelque chose, il avait vu quelque chose. Et lorsqu'ils entrèrent dans son salon privé et que la porte se referma derrière eux, il se tourna vers elle avec un regard qui semblait transpercer son âme. « J'avais des gens qui surveillaient le gala, dit-il d'une voix basse et menaçante. Ils ont pris des photos d'un homme qui vous a observé toute la soirée, le détective Raymond Cross, du département de police de Chicago. Qui est-il pour vous, Ivy ? Et ne me mentez pas, Ivy sentit le sang se glacer dans ses veines. Il savait que ce moment arriverait, elle s'y était préparée. Pourtant, lorsqu'il arriva enfin, elle avait toujours envie de s'enfuir, de disparaître, de faire n'importe quoi plutôt que de regarder Blackwood dans les yeux et de lui raconter l'enfer qu'elle avait vécu. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle avait assez couru. Alors Ivy s'assit, croisa le regard gris tempête de l'homme qui était devenu son refuge, et lui raconta tout. Elle lui parla de sa mère, du cancer, de la dette écrasante laissée après sa mort. Elle lui parla de Cross, de la façon dont il était apparu comme un sauveur avant de se transformer en cauchemar, de la façon dont il l'avait d'abord contrôlé avec de l'argent, puis avec ses poings, de la façon dont il l'avait emprisonné dans sa propre vie pendant 4 ans. Elle lui parla de Tommy, son frère de 16 ans, qui s'était précipité pour la protéger et avait été poussé du 4e étage. Elle lui a parlé de son cri qui résonnait encore chaque nuit dans ses cauchemars, de la façon dont Cross avait mis en scène un suicide et de la façon dont elle avait été contrainte d'enterrer son frère en silence parce que personne ne croyait une fille criblée de dettes contre un détective chevronné. Puis elle lui a raconté ce qu'elle n'avait jamais dit à personne au sujet de l'enfant, au sujet des 3 mois de grossesse non désirée avec les Knights. Cross l'avait forcée alors qu'elle était à peine consciente, délirante après la perte de son frère. Elle le lui avait raconté comment il l'avait découvert et l'avait battue jusqu'à ce qu'elle ne soit plus enceinte. Elle lui avait raconté comment elle s'était réveillée dans une mare de son propre sang sur le sol de la salle de bain et avait compris que l'enfant qu'elle n'avait jamais eu la chance d'aimer était parti pour toujours. Ivy pleurait en parlant, les larmes coulant sans contrôle sur ses joues, et elle se détestait pour cette faiblesse. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter, l'histoire jaillissait comme une blessure ouverte. Des années de douleur s'écoulaient enfin. Quand elle eut fini, un silence lourd et suffocant envahit la pièce. Ivy n'osait pas lever les yeux, de peur de voir le dégoût dans les yeux de Blackwood, de peur qu'il la trouve abîmée et indigne. Puis elle entendit quelque chose se briser. Elle leva la tête et vit Blackwood debout près de la table. Le verre de whisky dans sa main réduit en morceaux, des éclats enfoncés dans sa paume, du sang coulant sur le sol. Et il ne s'en était même pas aperçu. Son visage, ce masque froid qu'elle avait appris à connaître, était déformé par une rage si pure qu'Ivy recula instinctivement. Mais sa colère n'était pas dirigée contre elle. Elle était dirigée contre Cross. « Je vais le tuer », dit Blackwood d'une voix terriblement calme. Le calme avant la tempête détruit tout. Je vais le trouver, lui arracher la peau alors qu'il est encore en vie, et envoyer les morceaux à sa famille. Je ne le ferai pas, dit Ivy, la voix tremblante. Il a du pouvoir, il a un réseau dans la police. Il pourrait te détruire tout ce que tu as construit. Je ne vaux pas ce risque. Blackwood traversa la pièce en 2 longues enjambées, sa main ensanglantée soulevant son menton, la forçant à le regarder. « Jamais, dit-il. Chaque mot était comme un clou enfoncé dans la pierre. Ne dis jamais que tu n'en vaux pas la peine. Tu as survécu à l'enfer qu'il a créé,
Tu t'es relevé alors que n'importe qui d'autre aurait craqué. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Et je te jure, sur ma vie, sur la vie des 3 chiens, sur tout ce que j'ai, qu'il ne te touchera plus jamais. » Ivy le regarda dans les yeux et y vit la vérité. Ce n'était pas une promesse en l'air, mais un serment de sang d'un parrain de la mafia, le genre de serment qui se respecte jusqu'à la mort. Elle ne savait pas qui avait fait le premier pas. Peut-être elle, peut-être lui, peut-être les deux en même temps. Mais l'instant d'après, leurs lèvres se rencontrèrent, Soweto, et cette fois, il n'y eut ni douceur ni hésitation. C'était une faim réprimée depuis trop longtemps, un feu qui couvait depuis des semaines et qui s'était enfin déchaîné. Blackwood la souleva comme si elle ne pesait rien, la porta dans sa chambre et la coucha avec le respect d'un homme tenant la chose la plus précieuse de sa vie. Et cette nuit-là, dans les bras de la mort, Ivy Monroe comprit enfin ce que signifiait être aimée plutôt que possédée, chérie plutôt qu'écrasée, donnée plutôt que prise. Pour la première fois de sa vie, elle s'était donnée à quelqu'un parce qu'elle le voulait et non parce qu'elle y était contrainte. Et lorsque l'aube se glissa à travers les rideaux, Ivy était allongée dans les bras de Blackwood, la tête posée sur sa poitrine, écoutant les battements réguliers et puissants de son cœur, et elle savait que quoi qu'il arrive ensuite, elle avait trouvé son foyer. Les 2 semaines qui suivirent cette nuit-là passèrent comme le plus doux des rêves de la vie d'Ivy. Elle et Blackwood ne cachaient plus leurs sentiments. Ils dormaient dans la même chambre chaque nuit, se réveillaient dans les bras l'un de l'autre chaque matin, et tout le domaine savait que la serveuse d'Alésium était devenue la femme de la mort. Victor ne la regardait plus avec suspicion, mais avec un respect réticent. Les gardes s'inclinaient devant elle lorsqu'elle passait, et les 3 chiens la suivaient de main partout, comme si elle était leur reine. Mais le bonheur dans le monde souterrain a toujours un prix. Et Raymond Cross s'apprêtait à le percevoir. Il avait passé les 2 dernières semaines à élaborer un plan. Il avait contacté la famille Romano, ennemi juré de Blackwood depuis l'époque de son père. Cross proposa un marché simple. Il fournirait des informations confidentielles sur la sécurité du domaine Blackwood, sur le calendrier des décès, sur les points faibles des défenses. En échange, Romano l'aiderait à pénétrer dans le domaine et à éliminer Ivy. Après cela, Romano pourrait faire ce qu'il voulait de Blackwood. Cross s'en moquait. Il voulait seulement récupérer ce qu'il estimait lui appartenir. L'occasion se présenta un samedi soir, lorsque Blackwood dut s'envoler pour New York afin de régler une affaire urgente. Un voyage prévu seulement 12 heures à l'avance et impossible à reporter. Il ne voulait pas partir. Ivy le vit à la façon dont il la serra trop fort dans ses bras avant de monter dans la voiture, à la façon dont il ordonna à Victor de doubler la sécurité, à la façon dont il l'embrassa comme si c'était la dernière fois. « Je serai de retour demain matin, dit-il. Ne quitte pas le domaine, n'ouvre la porte à personne et garde les 3 avec toi à tout moment, promit Ivy. Elle ne savait pas que cette promesse lui sauverait la vie. Tout commença à 2 heures du matin. Le système de sécurité sud fut désactivé de l'intérieur par un garde qui avait accepté $200 000 de Romano. 15 hommes armés franchirent la clôture, neutralisant les gardes en patrouille à l'aide de silencieux et de couteaux. Victor comprit que quelque chose n'allait pas lorsque les images des caméras cessèrent d'être transmises. Mais avant qu'il n'ait pu donner l'alerte, une balle lui transperça l'épaule par derrière. Il est tombé, le sang se répandant sur le sol en marbre, et le dernier nom qu'il a prononcé avant de perdre connaissance était Ivy. Ivy s'est réveillée au son des aboiements frénétiques d'Achille. Elle s'est redressée d'un bond dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre, et a vu les 3 chiens debout devant la porte de la chambre, prêtes à attaquer, le poil hérissé, grognant comme des moteurs de chars d'assaut. Puis la porte s'est ouverte brusquement. Raymond Cross est entré. Derrière lui, 4 hommes masqués armés de mitraillettes. Il semblait plus âgé que dans les souvenirs d'Ivy, ses cheveux étaient plus gris, mais ses yeux étaient aussi froids que le jour où il avait poussé Tommy du 4e étage. « Bonjour, ma chérie. » Cross sourit, le sourire d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. « Je t'ai manqué. » Les chiens se jetèrent sur Cross, mais le tireur ouvrit immédiatement le feu, pas sur les chiens, mais sur Ivy. « Arrêtez !» Cross cria. « Ou elle meurt !»
Ivy hurla un ordre sec, celui qu'elle avait répété aux chiens pendant des semaines, et Aris, Apollo et Achille se figèrent sur place, le corps tremblant de l'envie instinctive de mettre l'ennemi en pièces, mais incapable de bouger de peur qu'Ivy ne soit blessée. Cross traversa la pièce, attrapa Ivy par les cheveux et la traîna hors du lit. Le premier coup de poing s'abattit sur sa joue, la douleur explosant en une pluie d'étoiles. Le deuxième la frappa à l'estomac, la pliant en deux et lui coupant le souffle. « Tu crois que tu peux me fuir ?» rugit Cross en la tirant vers le haut et en la frappant à nouveau. « Tu crois qu'un salaud de mafieux peut te protéger de moi? Je suis la police. Je peux aller partout. Je peux tout faire. » Ivy gisait sur le sol, du sang coulant de sa bouche et de son nez. La douleur était si intense qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle entendait Achille gémir quelque part derrière elle, le bruit d'un chien désespéré de la sauver, mais incapable d'agir par crainte qu'elle ne meure. « Tu sais pourquoi j'ai tué ce garçon ?»« Tommy !» Cross s'agenouilla à côté d'elle, sa voix lui murmurant des paroles empoisonnées à l'oreille. Pas parce qu'il avait osé me frapper, mais parce qu'il me regardait avec des yeux comme les tiens, des yeux qui n'avaient pas peur, des yeux qui ne se soumettaient pas. Je détestais ces yeux, alors je les poussai, et je les ai regardés se briser sur le trottoir. Ivy sentit son cœur se briser à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du chagrin, mais de la fureur. Elle avait toujours connu Cross Tommy, mais l'entendre l'admettre, l'entendre s'en vanter, c'était tout autre chose. « Et ton enfant ?» continua Cross, sa main se refermant autour de la gorge d'Ivy juste assez fort pour qu'elle lutte pour respirer sans s'évanouir. « Je ne regrette pas une seule seconde. Un enfant issu de toi et moi aurait été une preuve, et je ne laisse pas de preuve, dit-il en la regardant avec une satisfaction malsaine. Maintenant, tu vas rentrer à la maison avec moi et tu vas réapprendre à obéir. Quant à ton Blackwood, il recevra ta tête dans une boîte s'il ose te suivre. » Ivy fixait le plafond, les larmes imprégnant ses cheveux, et elle pensait que c'était la fin. Elle retournerait en enfer, et cette fois, personne ne la sauverait. Mais elle oubliait une chose. Elle n'était plus seule, et ceux qui la protégeaient n'avaient pas besoin de ses ordres pour agir lorsque sa vie était menacée. Achille choisit ce moment pour décider que l'obéissance n'avait plus d'importance par rapport à la vie de la femme qui avait sauvé son âme. Alors que Cross faisait signe à deux hommes armés de relever Ivy, le plus petit des trois chiens, celui qui avait autrefois servi d'appât dans un cercle de combats illégaux, celui qui avait appris à ouvrir les portes du chenil simplement en observant Ivy pendant des semaines, utilisa son esprit vif pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Il n'avait plus besoin d'ouvrir une porte, car ils étaient déjà dans la pièce. Mais il devait libérer son instinct pour briser la chaîne de commandement qu'Ivy avait inconsciemment imposée. Achille poussa un hurlement. Ce n'était pas un cri de peur, mais l'appel d'un alpha ordonnant l'attaque, et le son traversa Ariès et Apollo comme un éclair. Les trois chiens se mirent en mouvement simultanément. Harry se jeta sur le tireur, le plus proche avec une vitesse terrifiante, ses mâchoires écrasant le poignet qui tenait l'arme, le bruit des os qui se brisent se perdant dans un cri de douleur. Apollo frappa par le côté, bondissant et projetant le deuxième tireur au sol, ses crocs s'enfonçant profondément dans son épaule et se tordant jusqu'à ce que le sang gicle comme une fontaine. Les deux tireurs restants tirèrent sauvagement, les balles déchirant les murs et les meubles. Mais les chiens se déplaçaient comme des fantômes, comme s'ils étaient nés pour cela, pour tuer et protéger. Achille ne s'en prit pas au tireur, il s'en prit à Cross. Le chien chargea directement l'homme qui avait blessé Ivy, les mâchoires grandes ouvertes, les crocs blancs brillants sous les lumières, et Cross eut à peine le temps de lever le bras avant d'être plaqué sur le dos. Il hurla lorsque les dents d'Achille s'enfoncèrent dans son avant-bras, déchirant ses muscles. Mais il ne lâcha pas son arme. De sa main libre, il sortit un pistolet de secours de sa cheville et visa la tête d'Achille. Ivy hurla, essayant de se relever, mais son corps ne lui obéissait pas, et elle ne pouvait que regarder avec horreur Cross appuyé sur la gâchette. Le coup de feu retentit. Achille hurla de douleur mais ne lâcha pas prise, serrant plus fort le bras de Cross, le tordant jusqu'à ce que le pistolet tombe. Le sang coulait de l'épaule d'Achille, la balle l'avait transpercé.
Pourtant, le chien continuait à se battre comme si la douleur n'avait aucune importance. Harry acheva le troisième tireur d'un coup de dent écrasant à la gorge, le sang éclaboussant sa robe blanche et le transformant en un monstre cramoisi dans l'obscurité. Apollo plaqua le quatrième tireur au sol, ses côtes se brisant sous le poids de 60 kilos de muscles purs. La pièce se transforma en abattoir. Cris, grognements, craquements d'os, déchirures de chair, tout se mélangeait en une symphonie infernale. Cross rampait vers le pistolet tombé, le bras mutilé par Achille, laissant une traînée de sang sur le sol en marbre. Il attrapa la crosse et roula sur le dos. Et cette fois, il ne visa pas un chien. Il visa Ivy. « Si je ne peux pas t'avoir, grogna Cross, le visage déformé par la folie, personne ne t'aura. Ivy vit le canon pointé sur sa poitrine, vit son doigt se crisper sur la gâchette, vit la mort foncer vers elle à la vitesse d'une balle. Puis un flou blanc traversa sa vision. Achille, le plus petit des chiens, le plus brisé, celui qui s'était reposé sur ses genoux et l'avait écouté parler de Tommy, se jeta entre elle et la balle. Le coup de feu retentit à nouveau, la balle frappa Achilles en plein dans la poitrine, la force du choc projetant son corps en arrière, et il s'effondra aux pieds de Divey, du sang noir se répandant sur son pelage blanc immaculé. Ivy hurla, le son déchirant sa gorge, le cri de quelqu'un qui voit son ange gardien tomber. Elle rampait vers Achille, ramassant le chien haletant dans ses bras, le sang de sa poitrine imprégnant ses mains, sa chemise de nuit, tout son univers. « Non, sanglota-t-elle en le serrant fort contre elle. Non, 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 ne me quitte pas comme Tommy. » Cross rit follement, luttant pour se relever, le pistolet toujours à la main, le sang coulant de son bras déchiqueté, toujours en vie, refusant toujours d'arrêter, mais il oublia Yes et Apollo. Les deux chiens restants avaient achevé le tireur, et ils se tournèrent alors vers l'homme qui avait blessé leur humaine, l'homme qui avait tiré sur leur frère. Aucun ordre n'était nécessaire. Aucune hésitation n'existait. Aries et Apollo se jetèrent de part et d'autre comme des balles vivantes, et la pièce se remplit des cris d'un homme déchiqueté morceau par morceau. Ivy ne regardait pas. Elle tenait simplement Achille dans ses bras. Chantant la berceuse de sa mère d'une voix brisée, suppliant le chien de ne pas fermer les yeux, de ne pas la quitter, le rugissement des pales océans de l'hélicoptère déchira la nuit de Chicago, alors qu'Alexander Blackwood sautait avant même que l'appareil ait complètement atterri. Il avait reçu l'appel de Victor 20 minutes plus tôt. La voix de l'homme était faible et cassée par la perte de sang. Il ne parvint à prononcer que 3 mots avant de perdre connaissance. Ils ont Ivy. Ces 20 minutes furent les pontes les plus longues de la vie de Blackwood, plus longues que la nuit où il avait tué son père, plus longues que toutes les années qu'il avait passées à bâtir un empire à partir de sang et d'os. Il avait amené 20 de ses meilleurs tireurs, mais dès son arrivée, il sut qu'il n'avait pas besoin d'eux. Le manoir était devenu un champ de bataille baigné de sang. Les corps des ennemis étaient éparpillés partout. Certains avaient été abattus, d'autres étaient même tellement mutilés qu'ils étaient méconnaissables. Et au 2e étage, dans sa chambre, Blackwood la trouva. Ivy était assise par terre, sa chemise de nuit tachée de sang, tenant Achille dans ses bras et chantant d'une voix rauque. Aries et Apollo gisaient à côté d'elle, le museau couvert de sang, les yeux lourds de chagrin, regardant leur frère mourir. Dans un coin de la pièce, Raymond Cross gisait dans une mare de sang, gémissant, les 2 bras et une jambe déchiquetés au point d'être méconnaissables, mais toujours en vie. Blackwood voulait se précipiter vers lui et tuer Cross sur le champ, l'écraser de ses mains nues. Mais alors il vit Achille, vit la blessure sur la poitrine du chien, vit son pelage d'un blanc immaculé, désormais taché de rouge comme des roses fanées, et toute la fureur qui l'habitait s'effondra en une douleur intense. Il tomba à genoux à côté d'Ivy, sa main tremblante touchant le pelage d'Achille, et le chien ouvrit les yeux pour le regarder, sa queue donnant un dernier coup faible, comme un adieu. « Appelez le vétérinaire » cria Blackwood. La voix brisée comme personne ne l'avait jamais entendue auparavant. « Appelez Natasha immédiatement !» Mais Ivy secoua la tête, les larmes coulant sur son visage meurtri. « C'est trop tard » murmura-t-elle. La balle a traversé son poumon. Il attend pour dire au revoir. Blackwood baissa les yeux vers Achille, le plus petit des 3.
le chien qu'il n'avait jamais pu complètement dompter, le chien qui avait choisi Ivy comme maîtresse et qui était mort pour la protéger. Ses yeux brûlaient, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, le Chicago Ripper pleura. « Il m'a sauvé !» dit Ivy entre deux sanglots. Il s'est jeté devant la balle, pour moi, tout comme Tommy l'avait fait. Elle se pencha, posa son front contre la tête d'Achille et se mit à chanter la berceuse que sa mère lui chantait chaque soir. Une mélodie simple sur les étoiles et les rêves paisibles, sur le fait d'être aimé et de ne jamais être seul, sur le fait de fermer les yeux en bien sachant que quelqu'un veille sur vous. Ivy chanta pour Achille, comme elle l'avait fait pendant la tempête, comme elle l'avait fait la première nuit. Il posa sa tête sur ses genoux et choisit de lui faire confiance. Elle chantait et pleurait, chaque note se transformant en sanglots. Mais elle ne s'arrêta pas, car elle savait qu'Achilles avait besoin de l'entendre une dernière fois. Blackwood était assis à côté d'elle, un bras autour d'Ivy, l'autre caressant le pelage d'Achille, et il pleurait lui aussi, ses larmes tombant sur le pelage blanc qui se refroidissait lentement. Harriet rampait pour se rapprocher, posant sa tête sur les pattes d'Achille, son gémissement ressemblant à un cri de chien. Apollo était couché de l'autre côté, léchant le visage de son frère comme s'il essayait de le réveiller. Toute la meute s'était rassemblée autour de celui qui partait. À cet instant, il n'y avait plus ni mafia, ni police, ni ennemis, ni alliés, seulement une famille qui perdait une partie d'elle-même. Ivy sentit le moment où Achille lâcha prise. Son corps se détendit dans ses bras. Son dernier souffle s'échappa comme une douce brise, et sa queue remua une dernière fois. Un petit mouvement avant de s'immobiliser pour toujours. Elle termina la berceuse et se tut, fixant le visage paisible du chien qui lui avait sauvé la vie. Dans la mort, Achille ne ressemblait plus à la bête de 60 kilos qui terrifiait autrefois le monde souterrain. Il ressemblait à un chiot endormi, enfin en paix, après des années de souffrance. « Il est avec Tommy maintenant », murmura Ivy, la voix creuse. « Ils joueront ensemble quelque part, il n'y a plus de douleur », dit Blackwood en la serrant plus fort, ses lèvres posées sur le sommet de sa tête. « Je suis désolé », dit-il d'une voix rauque. « J'aurais dû être là. J'aurais dû te protéger. » Ivy secoua la tête, se blottissant contre sa poitrine. « Il m'a protégé. Il a fait ce qu'il voulait faire. J'aurais juste aimé pouvoir le sauver comme il m'a sauvé. » Ariès leva la tête et hurla. Un son lugubre qui déchira la nuit, et Apollo hurla avec lui, leurs deux cris s'entremêlant pour former un chant funèbre pour leur frère. Le son résonna dans le manoir, arrêtant les hommes armés qui enlevaient les corps, forçant même les gardes les plus endurcis à baisser la tête. Dans un coin, Raymond Cross gémissait de douleur. Et pour la première fois, Blackwood le regarda, non pas avec rage, mais avec quelque chose de plus froid, de plus mortel. « Emmenez-le au sous-sol !» ordonna Blackwood d'une voix terriblement calme. « Gardez-le en vie, je n'en ai pas fini avec lui. » Victor, blessé mais bandé, acquiesça et fit signe à deux hommes d'emmener Cross. Le détective hurla lorsqu'il fut traîné sur le sol, ses blessures se rouvrant, mais personne ne s'en soucia. Dans la pièce, seuls Ivy, Blackwood, Harris, Apollon et le corps d'Achille restaient, une famille brisée pleurant celui qui avait donné sa vie, 3 heures après le dernier souffle d'Achille. Alexander Blackwood se tenait devant la porte du sous-sol où Raymond Cross était enchaîné au mur avec de lourdes menottes en acier. Il s'était assuré qu'Ivy était entre les mains du docteur Natasha, avait recouvert le corps d'Achille mais d'une couverture et avait promis d'enterrer le chien dans le jardin où il aimait se prélasser au soleil tous les après-midi. Il était maintenant temps pour le faucheur de faire son travail. Il descendit les marches dans l'obscurité, Ariès et Apollo le suivaient, leurs griffes frappant le béton froid comme le rythme d'un tambour funèbre. Cross leva la tête au bruit des pas. Son visage était déformé par la douleur causée par les morsures du chien. Pourtant, ses yeux brillaient encore du défi d'un homme qui ne comprenait pas qui il avait mis en colère. « Tu n'oseras pas me tuer !» cracha Cross, éclaboussant le sol de sang et de salive. « Je suis un détective chevronné. Tout le département de police te traquera. » Blackwood ne répondit pas. Il se contenta de tirer une chaise et de s'asseoir en face de Cross. À 1 mètre de distance, assez près pour voir la peur commencer à envahir les yeux du détective. « Je ne vais pas te tuer, »
dit Blackwood d'une voix calme, comme s'il parlait de la météo. « Du moins, pas encore, je veux d'abord que tu comprennes pourquoi tu vas mourir. » Il se leva, se dirigea vers la table d'instruments que Victor avait préparée et commença à parler. Il parla de Tommy, un garçon de 16 ans qui rêvait de devenir vétérinaire. Un garçon qui était mort parce qu'il avait osé protéger sa sœur d'un monstre portant un badge de policier. À chaque phrase, Blackwood récupérait une dette sur le corps de Cross. Aucun détail n'était nécessaire, car les cris du détective racontaient suffisamment bien l'histoire. Il parla de l'enfant à naître, une vie innocente détruite dans le ventre de sa mère, par les poings d'un homme qui prétendait faire respecter la loi. Et il parla d'Achille, le chien qui était mort pour sauver la femme qu'il aimait, le chien qu'il avait élevé pendant 5 ans, le chien qui aurait dû vivre encore de nombreuses années sans cet homme devant lui. Cross supplia, promit tout, de l'argent aux informations sur les gangs rivaux. Mais Blackwood ne l'écouta pas. Il avait déjà entendu suffisamment de mensonges de la part de cet homme. Lorsque Blackwood estima avoir rendu justice de ses propres mains, il recula et regarda ce qui restait de Raymond Cross. Le détective était encore en vie, respirait encore, était encore suffisamment conscient pour ressentir la douleur. « Parfait, j'ai promis à Ivy de te faire disparaître, » dit Blackwood d'une voix glaciale. « Et je tiens mes promesses. » Il se tourna vers Aries et Apollo, qui étaient restés assis en silence tout ce temps, les yeux rivés sur Cross, le corps tremblant alors qu'ils réprimaient leur instinct de mettre en pièces l'homme qui avait tué leur frère. Ils n'avaient pas besoin de mots. Un simple signe de tête suffit, et les 2 bêtes comprirent. Aries et Apollo se jetèrent ensemble sur Cross, et le sous-sol se remplit des derniers cris de l'homme qui avait causé tant de souffrance. Blackwood se retourna et monta les escaliers sans se retourner, laissant les chiens terminer la tâche à leur manière. C'étaient les funérailles d'Achille, l'adieu des frères Sievada qui avaient survécu à celui qui s'était sacrifié. Lorsque Blackwood revint dans la chambre, Ivy était assise près de la fenêtre, regardant le jardin où Achille serait enterré à l'aube. Elle se tourna vers lui, les yeux rougis, mais sans plus aucune crainte. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « C'est fini », répondit Blackwood en s'avançant et en la serrant dans ses bras. « Il ne fera plus jamais de mal à personne. » Ivy acquiesça, se blottissant contre sa poitrine, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait vraiment libre. 1 mois s'était écoulé depuis cette nuit horrible, et Chicago bruissait encore de la mort mystérieuse du détective Raymond Cross. Son corps avait été retrouvé dans une voiture incendiée à la périphérie de la ville, aux côtés des restes de 4 criminels liés à la famille Romano. Les médias rapportèrent que Cross enquêtait sur un réseau de contrebande armée et qu'il avait été éliminé lorsqu'il s'était trop approché de la vérité. Une enquête interne menée par le département de police de Chicago fut lancée et conclue en 2 semaines après avoir découvert les comptes bancaires secrets de Cross à l'étranger, les pots de vin versés par plusieurs gangs et les preuves qu'il vendait des informations confidentielles au crime organisé depuis 10 ans. L'héritage d'un détective autrefois respecté s'effondra dans le scandale, et personne ne semblait désireux d'en savoir plus sur sa mort. Ivy a lu la nouvelle dans la bibliothèque du domaine Blackwood. Harris et Apollo gisaient à ses pieds comme des sentinelles silencieuses, et elle ne ressentait qu'un vide et un sentiment de soulagement. Elle avait pensé qu'elle ressentirait de la joie à la mort de Cross, qu'elle fêterait cela, que justice serait enfin rendue, mais au lieu de cela, elle se sentait seulement fatiguée, vide et tranquillement triste que la seule personne avec laquelle elle voulait partager ce moment ne soit plus à ses côtés. Cet après-midi-là, Ivy se tenait devant la petite tombe dans le jardin et du domaine, où Achilles était enterré sous le chêne où il avait l'habitude de se prélasser au soleil chaque après-midi. La pierre tombale en granit noir portait son nom et les mots qu'Ivy avait choisis. Un petit héros qui aimait sans condition et se sacrifiait sans regret. Elle déposa une rose blanche sur la tombe, à côté de la vieille balle de tennis. Achille aimait plus que tout, et elle resta là en silence, laissant ses larmes couler librement. Il lui manquait tous les jours. Elle regrettait la façon dont il posait sa tête sur ses genoux quand elle était triste.
la façon dont il avait léché ses larmes la première nuit où elle avait parlé de Tommy, la façon dont il la regardait avec une confiance totale, comme si elle était tout son univers, et ce dernier moment lui manquait. Quand il s'était interposé entre elle et la balle, quand il avait choisi de mourir pour qu'elle puisse vivre. Alexander Blackwood s'approcha d'elle, sans rien dire, posant simplement une main sur son épaule et la laissant s'appuyer contre sa poitrine. Pendant un mois, il avait été là tous les jours, ne la forçant jamais à parler quand elle voulait le silence, ne lui demandant jamais de sourire quand elle avait besoin de pleurer. Il restait simplement immobile comme un roc pour qu'elle puisse s'accrocher. « Tu es libre maintenant, dit-il doucement. Cross et ses morts, tes dossiers ont disparu. Tu peux reprendre ton vrai nom. Te construire une nouvelle vie, faire tout ce que tu veux. » Ivy leva les yeux vers lui, ses yeux verts encore rougis par les larmes. « Et si ce que je veux, c'est rester ici ?» Blackwood la regarda longuement, puis fouilla dans sa veste, et en sortit un petit écrin de velours noir. Il l'ouvrit, révélant la plus belle bague qu'Ivy ait jamais vue. En or blanc avec 2 diamants sertis de chaque côté, et un petit espace vide au centre où aurait dû se trouver un 3e diamant. « Ces 2-là sont pour Harris et Apollio, » dit Blackwood d'une voix plus rauque que d'habitude. « Et l'espace au milieu est pour Achille. Il sera toujours le cœur de la meute, celui qui t'a amené à moi, le pont entre 2 âmes brisées. Je ne veux pas d'une bague parfaite, je veux une bague qui raconte notre histoire. » Ivy regarda la bague à travers ses larmes, et elle comprit. Ce n'était pas une demande en mariage au sens traditionnel du terme, c'était une promesse, un engagement, une déclaration selon laquelle ils construiraient un avenir ensemble, avec toutes leurs cicatrices et leurs pertes, avec les espaces vides laissés par ceux qui étaient partis et l'amour de ceux qui étaient restés. « Oui, » murmura Ivy en lui tendant la main tandis qu'il glissait la bague à son annulaire. « Je resterai avec toi, avec Aries, avec Apollo et avec Achille, même s'il n'est plus là. » Blackwood l'embrassa devant la tombe d'Achille, et Ivy aurait pu jurer qu'elle sentait une douce brise effleurer sa joue, comme si le petit chien blanc les bénissait depuis l'au-delà. Le mariage eut lieu un après-midi d'automne, 3 mois après le jour où Ivy avait reçu la bague près de la tombe d'Achille. Ce ne fut pas une cérémonie somptueuse avec des centaines d'invités, comme on pouvait s'y attendre, de la part du faucheur de Chicago, mais une petite réunion dans le jardin du domaine, à laquelle n'assistèrent d'autres que Victor, le docteur Natacha et une poignée de confidents, en qui Blackwood avait vraiment confiance. Ivy portait une simple robe de mariée blanche, ses cheveux auburn relevés et ornés de quelques pétales de rose blanche délicatement glissés dans sa coiffure. Elle traversa la pelouse verte accompagnée d'Ariès et d'Apollo, les 2 chiens portant des nœuds blancs autour du cou, à la fois dignes et étrangement attachants. Ils la conduisirent vers Blackwood comme 2 frères escortant leur sœur vers une nouvelle vie. Et lorsqu'elle se tint devant l'homme qui allait devenir son mari, elle vit quelque chose que personne d'autre n'avait jamais vu dans les yeux du faucheur. De l'amour pur et complet. Ils échangèrent des vœux qui n'étaient pas tirés de livres ou de traditions, mais de véritables promesses de rester ensemble dans l'obscurité et dans la lumière, dans le sang et dans les larmes, dans la perte et dans le retrouvail. Blackwood jura de la protéger de sa vie, et Ivy jura d'être un refuge pour son âme errante. Quand ils s'embrassèrent sous le chaud soleil doré de l'après-midi, Ariès et Apollo levèrent la tête et hurlèrent ditantes, non pas en signe de deuil, mais en signe de célébration. Et Ivy aurait pu jurer qu'elle entendait un 3e hurlement résonner faiblement quelque part au loin, comme si Achille chantait avec ses frères de l'autre côté de l'arc-en-ciel. 4 mois après le mariage, Ivy se tenait devant le miroir de la salle de bain, la main posée sur son ventre qui commençait à s'arrondir légèrement, des larmes de joie coulant sur ses joues. Elle était enceinte de 3 mois, ce que le médecin qualifia de miracle après tous les traumatismes qu'elle avait endurés. Blackwood se tenait derrière elle, ses bras autour de sa taille, ses lèvres pressées contre son épaule, et ensemble,
Il regardait dans le miroir l'avenir qui grandissait tranquillement en elle. Chaque soir, avant de s'endormir, Ivy murmurait à l'enfant des mots sur leur ange gardien. Elle lui racontait des histoires sur Achille, le chien le plus courageux du monde, celui qui lui avait sauvé la vie afin que cet enfant puisse naître. Elle lui parlait de Tommy, le garçon de 16 ans au cœur d'or. L'oncle que l'enfant ne rencontrerait jamais, mais qu'il connaîtrait toujours à travers les histoires de famille. Elle lui parlait de grand-mère Margaret, la femme qui lui avait appris à aimer sans condition. Et elle promettait au bébé qu'il serait aimé, protégé et élevé dans une famille qui n'était peut-être pas parfaite, mais qui le ferait toujours passer en premier. Blackwood écoutait chaque nuit, faisant semblant de dormir tout en gravant chaque mot dans son cœur, et à chaque fois, il l'aimait un peu plus, aimait un peu plus l'enfant à naître, aimait un peu plus cette vie, lui, le Chicago Ripper, un homme qui tuait sans ciller, avait enfin quelque chose qu'il croyait ne pas mériter. Une famille. Le dernier après-midi de cette histoire, Ivy et Blackwood étaient assis sur un banc dans le jardin, à côté de la tombe d'Achille. Harry se reposait aux pieds des divers, Apollo à ceux de Blackwood, tous regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Chicago de nuances rouges et dorées. Ivy appuya sa tête sur l'épaule de son mari, sa main reposant sur son ventre, où leur enfant bougeait doucement comme pour saluer ses parents. « Aurais-tu jamais pensé vivre un jour comme celui-ci » demanda-t-elle doucement. « Jamais, » répondit Blackwood honnêtement. « Je pensais que je mourrais seul dans l'obscurité, enterré avec mes secrets et mes péchés. Puis tu es apparu, tu t'es agenouillé au milieu du chaos et tu as calmé mes bêtes d'un simple geste. Tu as tout changé. » Ivy sourit en regardant Ariès qui remuait la queue et Apollo qui bâillait largement. « Je ne les ai pas apprivoisés. Je leur ai simplement montré que j'étais moi aussi brisé et que les morceaux brisés peuvent se soutenir mutuellement. » Blackwood embrassa le sommet de sa tête et dans la lumière déclinante, le Chicago Ripper ressemblait à un homme ordinaire, aimé et en paix. Au-dessus d'eux, une étoile apparut plus tôt que les autres. Et Ivy murmura un salut à Achille, convaincu que le chien veillait sur eux, faisant à jamais partie de leur famille. L'histoire d'Ivy et d'Alexander témoigne de la puissance de l'amour et de la guérison. Elle nous rappelle que personne n'est trop abîmé pour être aimé, personne n'est trop perdu pour trouver un foyer, et que parfois, les morceaux brisés, lorsqu'ils sont rassemblés, créeraient quelque chose de plus beau que la perfection elle-même. Elle nous enseigne la loyauté inconditionnelle, comme l'a montré Achille, le courage de se relever après être tombé, comme l'a fait Ivy, et la capacité humaine à changer lorsqu'on nous donne la chance d'aimer, comme l'a prouvé Blackwood. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Si votre cœur a été touché, même légèrement, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes chaque jour. Aimez et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car quelqu'un qui vous est cher pourrait avoir besoin d'une histoire d'espoir et de rédemption en ce moment même. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Qu'est-ce que cela a suscité en vous? Avez-vous déjà connu quelqu'un comme Échille, prêt à tout donner pour vous protéger? Croyez-vous que les âmes brisées peuvent se guérir mutuellement? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître vos impressions. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.